Ludvina, c'est à Puis, toi. on va avoir, oui, elle va être, ça va Merci vraiment de me couper faire vos micros, bousculer. s'il vous Mais plaît. moi, je pense qu'il faut qu'on soit bousculé. Merci à Voilà. tous et toutes de couper vos micros. Merci, c'est adorable. Et je vous laisse avec la belle Ludvina et sa magie. Ludvina, à toi. Merci. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être venus. Donc, effectivement, je m'appelle Ludvina, qui est un prénom que j'ai toujours aimé et dont j'ai saisi que très tardivement l'a porté parce que dedans, on entend lumière divine. Et c'est un prénom qui est très fort, que j'ai mis un peu du temps à assumer. Premièrement parce qu'il était un petit peu original, mais au final, je me suis reconnue dans tout ça. Et c'est vrai qu'en étant de plus en plus en harmonie avec moi-même, j'ai petit à petit su m'ouvrir au reste du monde. Alors effectivement, à côté de Ludvina, vous voyez Pachamamai, c'est le nom en fait de la marque de cosmétiques que j'ai créée du nom de la Pachamama. Peut-être que certains d'entre vous connaissent ce nom, mais je vais peut-être oser vous parler un petit peu plus de tout ce qu'il y a derrière et pourquoi, pour moi, c'est tellement important de porter ce nom. Alors déjà, la première chose, c'est que je suis née au Pérou. Mes deux parents sont péruviens. Mon père vient des Andes et ma mère vient de la forêt amazonienne. Et d'ailleurs, derrière moi, vous pouvez voir une photo de l'Amazonie, de la puissance de ce fleuve extraordinaire et de ce poumon vert qui permet à la terre entière de pouvoir respirer. Et quand on regarde ce point sur un globe, c'est vrai que c'est tout petit et la Terre est malgré tout colossale. Et ça nous invite toujours à nous dire, ah oui, ben, quelque chose de tout petit comme ça peut avoir un impact colossal sur le reste de la Terre. Donc la Pachamama, c'est une déesse andine qui représente en fait la terre-mère. C'est le mot Pacha, c'est le cosmos en fait. C'est le cosmos, ça représente le cosmos, le monde, bien au-delà de simplement la Terre. Il y a cette notion de connexion avec tout ce qu'il y a de plus loin. Euh, et puis Mama, bien sûr, c'est la mère, donc c'est notre terre-mère. Et derrière cette déesse, en fait, il y a toute une philosophie qui dit que cette Pachamama est là pour apporter de quoi vivre à tous les êtres vivants, qu'ils soient des animaux, des plantes, des êtres humains, et qu'il n'y a absolument aucune préférence, aucune hiérarchie du tout par rapport à l'ensemble. Et, euh, et ce cercle de bonté, de vie qu'elle offre, en fait, c'est pas quelque chose qui est dû, c'est quelque chose qui peut s'interrompre à tout moment s'il n'y a pas le retour. Et c'est la notion du retour qui, moi, m'a toujours fascinée. C'est qu'en fait, il y a, il y a cette notion du don contre don. Et pourquoi je suis arrivée à prendre conscience de cette notion de don contre don? Tout simplement parce que un jour dans ma vie, j'ai été grand-mère. Et quand ma petite fille est née, bien sûr, ça a été, vous imaginez ce que ça peut être pour ceux qui sont en âge d'être grand-mère ou même tout simplement tous les parents qui voient émerger dans leur vie un être extraordinaire, tout neuf, tout fragile, dont on n'a qu'une seule envie, c'est de donner tout l'amour qu'on veut, qu'on peut, de protéger, etc., sans compter. Et en fait, je me suis rendu compte qu'elle avait une peau qui était super fragile. On ne pouvait rien lui mettre dessus sans qu'elle réagisse énormément. Et forcément, ça me faisait mal et je comprenais pas, en fait. Je comprenais pas pourquoi on ne pouvait pas utiliser ces cosmétiques qui, a priori, étaient là pour aider, pour trouver des solutions, etc. Et, euh, et j'ai commencé à me poser des questions, à me renseigner. Et j'ai découvert en fait que c'était à une époque où il y avait plein de scandales autour de nous. Du scandale de plomb dans le rouge à lèvres, des phtalates dans les flacons en plastique qui se transmettent dans le cosmétique, puis après du cosmétique à la personne. C'était un scandale, c'était vraiment énormément d'interrogations sur l'impact de la cosmétique sur notre santé. Et c'est vrai que moi, j'ai été un petit peu stupéfaite parce que si l'on va voir un petit peu l'étymologie du mot cosmétique, derrière, il y a le mot cosmos. Et l'origine de ce mot cosmos, en fait, ça signifie en grec
l'ordonnancement du monde, l'ordonnancement du cosmos. Et je me suis dit, mais comment a-t-on pu passer de quelque chose d'aussi, j'ai même pas le mot, colossal comme relation à ce qui nous entoure, à quelque chose qui est devenu d'ornemental, de quelque chose qui pouvait servir à faire beau, euh, à finalement, avec la cosmétique en tant que produit, à quelque chose finalement qui peut être carrément, quasiment frauduleux. En France, on parle d'une réparation cosmétique sur une voiture pour cacher les défauts et pour pas qu'on voit les problèmes qu'il y a. Et donc, vous voyez, d'où on est arrivé, on est parti du cosmos pour aller petit à petit vers quelque chose qui fait beau et après quelque chose qui maquille et qui fait quelque chose de faux. Et ça m'a profondément, profondément choqué de me rendre compte de ça, de me rendre compte que, au final, toute cette nature qui nous entoure, finalement, on n'y prête pas si attention que ça. J'ai eu la chance, avant de travailler dans les cosmétiques, parce que j'étais pas du tout issue du monde de la cosmétique, de travailler dans un métier qui m'a fait rencontrer énormément de personnes, qui m'a fait voyager dans le monde entier, qui m'a fait m'engager en fait pour que l'équilibre entre l'homme et l'environnement et la nature puisse être au mieux établi pour que chacun puisse y trouver ses marques. Et donc, avec ce concept de la Pachamama, je me suis dit, mais oui, on a quelque chose à faire parce que je me rendais compte qu'on était en train de ponctionner énormément dans la nature, sans conscience, sans se rendre compte de l'impact. C'est à l'époque aussi, et ça je parle de 2012, c'est à l'époque aussi où on commençait à entendre parler, peut-être de façon encore un petit peu confidentielle, du problème de l'huile de palme. En fait, l'huile de palme, ce n'est pas du tout un problème pour la santé. C'est juste que, comme c'est une huile qui est extrêmement peu chère, elle a provoqué des déforestations colossales, y compris dans la forêt amazonienne. Et, euh, et là, je me suis dit, mais en fait, on prend, on reçoit, et on n'a aucune conscience de ce qu'on est en train de faire, aucune conscience des trésors qui nous sont apportés par la nature, aucune conscience de toute la connaissance qui a dû se développer à travers je dirais des peuples ou des groupes communautaires pour nous enseigner ce que c'était que les plantes. Et je me suis dit, mais en fait, moi, ça ne me convient pas ce qui se passe. Et j'ai envie de faire quelque chose. Il faut dire aussi qu'à ce moment-là, je commençais à être très fatiguée du travail que je faisais. Ça me prenait beaucoup de temps, ça me faisait voyager à droite, à gauche. Mais aussi, finalement, je me rendais compte que j'avais envie de faire plus. C'était pas suffisant pour moi de faire ce que je faisais parce que je travaillais beaucoup avec les autorités publiques. Mon travail était en train de devenir extrêmement politique. Et je me rendais compte que je mettais mon énergie au service, euh, certes, de bonne volonté, mais de bonne volonté bureaucratique qui n'était pas forcément en lien, ou pas forcément connectée avec la nature, avec les gens, avec la réalité de la vie. Et c'est vrai que j'ai saisi d'une certaine manière cette opportunité de fatigue pour moi avec cet ancien métier pour me dire, allez, je vais aller plus loin, je vais faire ce que je peux à mon niveau. Et c'est pour ça que j'ai choisi que le titre de cette intervention soit ben, on est tous des colibris, parce qu'au final, quel que soit ce que l'on décide de faire à sa propre échelle, on est en capacité de pouvoir faire changer les choses. Et bien entendu, plus on va le faire avec conscience, plus cet impact va être puissant. Cette aventure, pour moi, c'était Pachamama et c'était un début absolument fulgurant parce que d'emblée, les plantes ont été avec moi et elles m'ont accompagnée, elles m'ont guidée, elles m'ont inspirée pour tout un tas de choses. En créant Pachamama, j'avais finalement qu'une seule envie. C'était rendre grâce à la terre de ce qu'elle nous offrait au quotidien. C'était aussi remercier
les humains autour de moi, les personnes autour de moi. C'était avoir une démarche où, premièrement, ce que j'allais proposer était au niveau de la santé nickel, mais qui soit aussi en capacité de, d'être à l'écoute de tout ce que les peuples avaient pu nous offrir en termes de savoir ancien, de connaissances anciennes. Et pour moi, c'était finalement ce troisième point, c'était de me dire, mais la chose la plus importante, c'est finalement, quand on a reçu, il faut redonner, il faut rendre. Et pour moi, cette entreprise, ça a été l'occasion de rendre à la Terre et de remercier profondément tous mes proches de ce que j'avais pu mettre en place. Parce que là où j'en suis aujourd'hui, ce n'est qu'une longue succession de rencontres, etc. Et je dois dire aussi, en direct, merci à Karine, parce qu'elle a aussi beaucoup contribué à faire émerger de moi et à prendre conscience profondément de ce que j'avais au fond de moi, cette connexion avec les plantes. Et Karine n'est pas du tout étrangère à tout ce développement que j'ai pu faire avec Pachamamaï. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais pas issue du monde de la cosmétique. Alors vous allez me dire, bon, d'accord, mais comment tu as fait en France, c'est extrêmement réglementé, etc. Il y a des études, il y a des métiers très spécialisés, etc. Et je fais, oui, bien sûr. Mais en fait, c'est vrai aussi que j'ai certainement su bien m'entourer pour que les choses que j'avais envie de proposer, de mettre au monde, puissent prendre leur place. Mais spontanément, j'ai fait confiance dans les plantes. Je me suis dit, j'y connais rien, mais j'ai tellement envie de faire bien. J'ai envie que, par exemple, les personnes qui ont telle petite interrogation, tel problème, tel souci avec leur peau ou leurs cheveux, trouvent une réponse dans la nature. Parce qu'aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est proposé massivement dans la cosmétique, on est massivement dans une cosmétique que très gentiment on appelle conventionnelle, bourrée de silicone, bourrée de pétrochimie, bref, plein d'ingrédients qui coûtent pas cher du tout, mais qui finalement ne vont pas vraiment servir les besoins que peut avoir notre peau. Et, euh, et c'est pour ça que j'ai tout de suite eu envie d'écouter les plantes. Et je me suis dit, bon, ben, si j'ai les cheveux secs, qu'est-ce que, euh, qu'est-ce qui va être dans la nature le plus à même de répondre à cette interrogation? Et je me souviens la première fois que j'ai fait ça. Je me suis vraiment connectée à la nature, j'ai fermé les yeux, j'étais tranquille, apaisée, à mon bureau, devant mon ordinateur, et j'ai demandé, voilà, euh, j'ai les cheveux secs, et quelle est la plante qui se présente à moi? Quelle est celle qui va venir me donner le chemin? Et il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que tout d'un coup, j'ai le baobab qui arrive. Et effectivement, le baobab, mais c'est d'une logique. J'aurais voulu réfléchir au sujet, je ne l'aurais pas trouvé, mais vous voyez ce baobab, cette plante, parce que c'est une plante, hein, c'est pas un arbre. C'est une herbacée absolument colossale qui pousse dans le désert à Madagascar sur des terres extrêmement arides, rouges. Rouges parce que c'est chargé de fer. Ça reflète le soleil hyper fort qui est au-dessus. On est dans un environnement extrêmement sec. Et en fait, le baobab était là pour venir me dire, eh bien, bah oui, je sais que je suis là, c'est normal. Et, euh, et effectivement, c'était un produit qui est absolument merveilleux à utiliser. Et à chaque fois, je me suis mise dans cette thématique, mais qu'est-ce que les plantes ont à m'apprendre? Que ce soit les plantes en direct ou que ce soit simplement des connaissances issues de certaines cultures. J'ai un autre j'ai un autre shampoing qui est mon shampoing. Euh, j'ai les cheveux qui ont tendance à graisser rapidement parce que je suis hypersensible, hyper émotive et tout me fait réagir.
Et donc, comme je cache beaucoup, comme je garde beaucoup, il y a bien un moment où il faut que ça déborde à un moment donné ou à un autre, hein. Et voilà, donc ça choisit le cheveu pour se manifester et exsuder toutes les toxines, tout ce que je dois exsuder. Et, euh, et en fait, je me suis dit, mais là, j'ai besoin d'avoir une plante qui puisse venir m'apporter de l'équilibre, une harmonie, une paix, une tranquillité, mais surtout un équilibre, alors que je suis dans un univers qui bouge dans tous les sens. Je suis en train de monter ma boîte, c'est pas simple tous les jours, donc il faut que j'y croie et j'ai besoin d'être accompagnée. Et j'ai le basilic sacré qui est venu, et le basilic sacré, il se trouve que c'est la plante de Shiva, c'est le danseur cosmique. Et, euh, et du coup, c'est ce shampoing qui ne m'a jamais, jamais quitté. Tout au début de mon aventure, Benjamin Maille, je me souviens quand j'étais en train de formuler les premiers produits, euh, la joie que j'avais le matin à me lever, à me dire ah, je vais me laver avec les savons. Et je n'avais qu'une seule hâte, c'était de me retrouver sur l'eau et puis de aussi d'être fière de ce que j'avais fait. Être fière de cette connexion que j'avais eue avec les plantes et puis surtout me relier à elles, me relier à ce contexte de plantes, de cet univers, parce qu'en fait, sans s'en rendre compte, de simplement se doucher tous les jours avec une plante, même si on ne se rend pas compte de la signification qu'il y a derrière, finalement, c'est un geste sacré de purification. Ces produits que j'ai conçus ont été faits en appelant l'esprit des plantes. Je ne savais pas que je faisais ça quand je l'ai fait. Je ne savais pas que ça s'appelait appeler l'esprit des plantes, hein, mais maintenant, je sais que c'est ça. Euh, et finalement, le fait qu'elles apportent leur vertu, leur amour, leur harmonie, leur cocooning, en fait, leur présence sacrée se retrouve dans ces cosmétiques. Et qu'on le veuille ou non, finalement, on bénéficie de ce geste absolument extraordinaire de pouvoir être lavé, purifié, grâce à l'eau aussi qui est absolument magique et qui nous entoure. D'ailleurs, euh, j'ai peut-être une petite parenthèse encore à faire, et ça, c'est vrai que je ne je l'ai pas beaucoup raconté, voire même je me permets de le faire aujourd'hui, parce que nous sommes dans une compagnie très spécifique, hein. Vous êtes là, pas pour rien. J'ai une amie, enfin, c'est quelqu'un qui est devenu une amie, qui au Pérou distille de l'huile essentielle de bois de rose. Et il se trouve qu'elle habite dans la ville où est née ma mère. Je n'y avais jamais été. Elle m'a invitée, je me suis rendue là-bas et comme cadeau de bienvenue, elle m'a offert un bidon de 5 litres d'hydrolat de bois de rose et elle m'a donné une calebasse. Et tous les matins, j'allais plusieurs fois par jour parce qu'il fait très chaud, me doucher. Et il faut savoir que là-bas, c'est de l'eau qui vient en direct, c'est l'eau de la pluie de la forêt amazonienne. Donc, je ne vous raconte pas comment ça vibre. Donc, à chaque fois, je prenais dans ma calebasse cette, euh, cette, euh, cette, euh, cet hydrolat de bois de rose. Je mettais sur moi et je ne pouvais pas faire autrement que de remercier tous ceux qui m'avaient permis d'être là. Remercier la forêt, remercier les arbres. Et j'étais dans une posture de gratitude. Et c'est cette posture de gratitude qui m'a donné aussi envie d'aller plus loin et de me dire, mais dans mon entreprise, je peux aller encore plus loin que ce que je fais encore aujourd'hui. Outre de faire des produits qui sont nickel pour la santé, outre des produits qui soient respectueux de la nature, je peux aller plus loin et je peux aller essayer de soutenir des communautés qui, elles, ont leur mot à dire, ont envie qu'on les soutienne dans des projets de protection de la biodiversité, etc. Donc, ça a été, là aussi, la possibilité de me dire, voilà, je peux faire ça à travers mon entreprise. Parce que c'est pas parce qu'on a une entreprise avec euh, un nombre important de salariés, avec un chiffre d'affaires vraiment important, qu'il faut euh, être soumis à des normes, voilà, une entreprise, ça doit fonctionner comme ça doit être rentable, ça doit faire des choses, etc. Et en fait, je me suis rendu compte qu'au fond de moi, le plus important, c'était que, pas uniquement dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie professionnelle, je puisse apporter quelque chose, que je puisse apporter ma part dans toute cette histoire, que je puisse, même de façon complètement insignifiante,
faire quelque chose. Je vais peut-être pas raconter la légende du colibri, parce que je suis persuadée que vous la connaissez, mais moi, ce que j'en ai retenu, c'est que même l'être qui pourrait sembler le plus insignifiant, quand on regarde le colibri qui pèse 3 grammes, qui tient dans une main, on pourrait en mettre 10 si vous acceptez de venir nous toucher. En fait, on se rend compte que même un tout petit être peut avoir un impact absolument colossal. Ce que je ne vous ai pas dit avec les cosmétiques que je fais, c'est que ce sont des cosmétiques solides. Ces cosmétiques solides, euh, ils ont pour avantage premier, puisqu'ils sont solides et qu'ils vont ressembler un petit peu à une forme de galet, à une forme de savon, c'est qu'ils n'ont pas besoin de plastique pour être contenus. Et ça, c'est déjà quelque chose d'assez extraordinaire. Ça veut dire que le simple fait de mettre un produit dans une boîte en carton, eh bien finalement, euh, on va éliminer, premièrement, un risque de contamination de phtalate sur notre peau. Et, euh, et en fait, petit à petit, on est devenu une marque qui s'est affirmée comme étant extrêmement engagée. Euh, on ne se refait pas. On ne fait que répéter que les choses qu'on sait faire. Dans mon ancien métier, j'étais dans le milieu universitaire et le milieu universitaire, c'est un milieu qui ne fonctionne que par copinage, entre guillemets. C'est-à-dire que dès qu'on se rencontre dans les colloques, on se dit ah, super, j'aime bien ce que tu dis, j'aime bien ton travail, et si on travaille ensemble? Et on se met à monter des projets ensemble, on se met en réseau et on constitue des forces extraordinaires à pouvoir échanger sur une thématique, chacun apportant ce qu'il peut apporter dans un projet. Et, euh, et donc, c'est ce que j'ai fait. Sans me rendre compte, je me suis rapprochée de réseaux qui étaient porteurs de valeurs, qui me touchaient. Le premier réseau que j'ai contacté, c'est le réseau vegan. Parce que un des savons que je faisais qui avait le plus de succès, c'était un savon au miel et à la cire d'abeille. Et un jour, je reçois un pot de 5 kilos de cire d'abeille, de miel. Et là, je constate que ce miel est transparent, il est sans saveur, sans goût, et je comprends pas. Super liquide, je me dis, c'est quoi ce truc? Et je commence à me renseigner. Je vais sur Internet, je cherche, et là, je découvre, premièrement, ce que c'est que le miel sur cette terre. Est-ce que vous savez qu'on vend dans ce monde plus de lait miel que les abeilles sont capables d'en produire? Déjà, premier étonnement. Deuxième étonnement, euh, le- l'activité humaine euh, peut parfois être un peu violente ou très violente avec les animaux, et notamment pour venir polliniser les amandiers qui donnent les amandes que l'on mange, parce que la plupart des amandes qu'on mange viennent des États-Unis. Eh bien, on prend des ruches, des milliers et des milliers de ruches, on les fait traverser l'ensemble des États-Unis, et pendant cette grande transhumance dans les camions, il y a des millions d'abeilles qui meurent. Et ça, quand j'ai appris ça, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, mais si un jour mon entreprise devient une entreprise importante, euh, ça veut dire que je vais contribuer à ça. Et je me suis dit, mais c'est juste pas possible. Une entreprise ne peut pas faire ça. Une entreprise se doit d'être inspirante et se doit de prendre des actions, des gestes forts. Et c'était tout au début, j'avais vraiment pas beaucoup d'argent. Je venais de commander 5000 boîtes à savon en carton pour le savon au miel. Et là, je dis, j'arrête tout de suite ce savon. Et là, mes amis m'ont dit, t'es folle, t'as pas les moyens d'arrêter de jeter tous ces packaging. Je fais, ah non, j'ai pas les moyens. Mais les abeilles, elles n'ont pas les moyens qu'on leur pique leur miel comme ça. C'est juste impossible. Et là, j'ai dit non, stop. C'est pas, je veux plus de ça. C'est fini. Et tout, finalement, tout s'est construit, tous mes choix d'entrepreneur se sont positionnés par rapport à des valeurs. Je dis pas que mes valeurs sont justes. Je dis pas qu'elles sont, que ce sont celles dont le monde a besoin. Je dis juste que sans les valeurs que j'ai, je n'arrive pas à vivre et je n'arrive pas à me sentir en harmonie avec ce qui est autour de moi. Et, euh, et en décidant de devenir cette entreprise engagée, je me suis dit, coûte que coûte,
je dois faire passer les intérêts du plus grand nombre face à mes propres intérêts personnels. Et je me suis dit, je ne dois pas me masquer derrière mes peurs, je dois y aller, je dois avoir confiance en moi. À cette époque-là, euh, pour arriver de vivre de mon activité, je fabriquais pour d'autres marques. Et j'ai dit un jour, j'arrête de faire ça. Je vais avoir confiance en Pachamamaï. Je vais avoir confiance dans ma marque et je vais avancer sur la voie qui me semble juste. Et en l'espace de 3 mois, je suis passée de 95% de chiffre d'affaires apporté par ce qu'on appelle le façonnage, c'est-à-dire des produits que me commande une marque pour sa propre marque à elle. Je suis passée à 5% de façonnage, 95% de chiffre d'affaires lié aux produits Pachamamaï. Et là, je remercie, je pense vraiment fortement, euh, toutes les énergies qui m'ont accompagnée pour ça, parce que c'était inimaginable. Euh, tout le monde m'a dit ne fais pas ça, c'est une catastrophe, vas-y progressivement, etc. Mais je sentais que ce n'était pas possible. Je ne pouvais plus faire à moitié les choses, il fallait que je fonce, il fallait que j'avance sur ça. Donc, Karine rigole parce qu'elle me connaît, elle sait mon côté un peu fonceur par moment. Et il fallait vraiment que j'apporte une solution. Et, euh, et du coup, avec cette cosmétique solide, finalement, je me suis rendu compte que on était en train de toucher une demande qui s'avérait de plus en plus importante dans le monde, avec des changements sociétaux qui étaient en train de prendre place, une conscience qui émergeait sur ah oui, mais qu'est-ce que je me mets sur la peau? Mais plus que ça, mais et l'environnement là-dedans, et la nature, comment ça se passe? Et c'est pour ça que j'ai développé toute une gamme de cosmétiques solides en me disant, il faut que je travaille à tous les niveaux pour être sûr que ce que je fais ait un impact minimum sur la nature, que ce soit en amont, avec les matières premières que j'utilise, et en aval, après. Qu'est-ce qui se passe quand le produit est rendu chez la personne? Qu'est-ce qui se passe quand la personne va terminer le produit? Comment ça se passe? Et j'ai envie de vous donner quelques chiffres maintenant. Parce que, euh, comme je disais, agir à sa propre échelle, parfois on peut se dire, ah oui, mais à quoi ça rime? Je me souviens de quelque chose, j'avais 5 6 ans. Je me souviens de me promener dans la rue avec ma mère. C'était il y a longtemps déjà, c'était il y a 45 ans, un peu plus de 45 ans maintenant. Et j'avais un papier dans la main que j'ai jeté par terre. Elle m'a dit, non, tu peux pas faire ça, tu vas le jeter à la poubelle. Je dis, ah bon, pourquoi? Elle fait pas. Écoute, non, c'est dehors, c'est comme chez toi. Et ça m'a marqué profondément, vraiment profondément. Et encore maintenant, je me souviens de cette anecdote. Et même si c'est juste un petit papier que je n'ai pas jeté par terre finalement, c'est ce que je peux apporter autour de nous. Regardons, nous sommes, je pense, une dizaine, on est 12. On va faire simple, on va dire 10. Savez-vous que chaque mois, en moyenne, chaque personne va utiliser l'équivalent de 2 flacons de gel douche. Et 2 flacons de gel douche, euh, en fait, en un mois, c'est l'équivalent de 60, allez, 60, on va dire 60 grammes de plastique. Et quand on rapporte ça à l'année, quand on multiplie tout, on se rend compte qu'on n'est pas loin de jeter rien qu'avec du gel douche 500 grammes de plastique. Si nous sommes 10 à se poser la question, est-ce que je peux supprimer le plastique de mon gel douche? Eh bien, figurez-vous que juste notre petit groupe là, on n'est pas loin d'éliminer 5 kilos de plastique en un an. C'est juste un petit quelque chose. Mais si on le démultiplie par plein de choses, en fait, on se rend compte qu'on peut avoir un impact absolument, absolument incroyable. Et après, souvent, moi, j'ai pu l'observer, hein, parce que les premières personnes qui ont cru dans nos produits, c'était des personnes qui étaient à fond dans l'écologie, qui étaient à fond dans des mouvements très forts, etc. Mais en fait, euh, je pense qu'il faut jamais se brutaliser. Il faut y aller petit à petit. Il faut se respecter. Euh, Ça sert à rien de se dire je change tout du jour au lendemain. J'arrête tout ce que je fais. Je change du tout, tout, tout. Je pense que c'est trop violent et c'est pas convenable. Moi, la première chose que j'ai voulu faire finalement,
c'est de jeter ma poubelle de recyclage. Alors, vous allez vous dire, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, en fait, quand je l'ai jetée, euh, j'étais obligée de la remplacer. Et je l'ai remplacée par un sac de course. Vous voyez, les grands sacs en plastique, supermarché, etc. Et qu'est-ce que c'était moche. Et qu'est-ce que c'était pas commode d'avoir ces packaging comme ça qui s'entassaient dans un sac, trop petit, etc. Et, euh, et en fait, c'est ce geste-là tout bête de jeter ma poubelle de recyclage qui m'a fait prendre conscience de ce que j'ai généré et que petit à petit, il valait mieux que je me facilite la vie. Et en me facilitant la vie, finalement, je me suis rendu compte que je pouvais participer à des choses absolument incroyables. Alors, est-ce que vous avez une idée de combien de milliards de bouteilles de plastique sont vendues par an? Parce que oui, on parle en milliards. Eh bien, on n'est pas loin de 90 milliards de bouteilles plastiques vendues par an. Juste en France. Je pense qu'au Canada, on est dans à peu près les mêmes, je suppose, les mêmes chiffres, mais on a chacun, ou la plupart de nous, avons des poubelles ménagères et puis des poubelles de recyclage. Eh bien, en France, tout le plastique que vous mettez dans une poubelle de recyclage, et je ne parle pas de ce qui est mis dans la poubelle à déchets sans tri, hein, eh bien, il n'y a que 26% qui est recyclé. Le reste, c'est brûlé ou c'est enterré sous la terre. Sans compter que chaque année, on a du plastique qui fuite vers les mers. Et en fait, c'est là où ça devient extrêmement choquant, c'est que vous connaissez peut-être l'association WWF, eh bien, ils ont évalué que chaque année, il y a plus d'1 million d'animaux qui sont tués simplement par le plastique. On prévoit qu'en 2050, quasiment la totalité des animaux marins auront avalé du plastique. Aujourd'hui, il y a des études qui sont faites qui montrent que chaque année, on consomme l'équivalent d'une carte de crédit, qu'on ingère une carte de crédit dans notre corps, simplement en buvant de l'eau qui est dans une bouteille en plastique, simplement en, en mangeant des légumes qui vont être emballés dans du plastique. En fait, on ne se rend pas compte. Le plastique est devenu tellement insidieux, ça devient tellement compliqué de pouvoir s'en défaire que finalement, on ne peut pas faire face à tout. Et se poser des questions, mais moi, qu'est-ce que je peux faire à ma propre échelle? C'est finalement ça qui est important. Euh, Aujourd'hui, euh, après toute la crise Covid qui a eu lieu, en Europe, on est aussi extrêmement concerné par la guerre en Ukraine. Peut-être qu'au Canada, on en parle un petit peu moins, mais tous les jours, si on prête l'oreille, on peut entendre parler de ça. Et on est en train de traverser une phase qui, pour moi, est terrible parce que les messages d'alerte, d'alarme qu'on a eus depuis 3 ans, euh, les comportements qu'on nous a demandés pour notre bien, pour le bien collectif, hein, et je ne dis pas si c'est à juste titre ou pas, c'est pas du tout mon sujet. Mais en fait, tout ce qu'on nous a demandé de faire, finalement, on se rend compte que ça nous pèse, ça pèse sur le moral des gens. Et il y a une enquête qui a eu lieu faite par un gros organisme en octobre qui montre que les achats responsables ont diminué de quasiment 10%, mais partout dans le monde. Et en gros, qu'est-ce qui se passe? C'est que euh, moi, j'ai pu constater dans les années 2012, 2013, 2014, une volonté d'aller plus loin. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme s'il y avait eu un repli des gens en mode survie, en mode ah, j'ai peur de l'inflation, j'ai peur de la maladie, etc. Euh, et il y a eu tellement de messages d'alerte que les gens se sont repliés sur eux-mêmes. Je ne sais pas si certains sont familiers de ce qu'on appelle la pyramide de Maslow, mais c'est un psychologue qui a montré que l'humain, eh bien finalement, il va voyager dans des couches. La première couche, ça va être la couche de la survie. Pour vivre, eh ben, il faut manger. Ensuite, deuxième couche, il faut s'abriter. Et petit à petit, on monte avec des besoins sociaux. Et puis, plus on monte finalement, plus on arrive vers ce qu'on appelle
des besoins aspirationnels. Les besoins aspirationnels, c'est, vous savez ce que c'est? C'est le besoin d'être connecté à quelque chose de plus grand que soi, de pouvoir participer, d'avoir une réflexion de sa place dans le monde, de pourquoi on est dans cette vie-là, qu'est-ce qu'on est venu faire, qu'est-ce qu'on peut apporter à notre propre échelle. Et en fait, avec tout ce qui s'est passé, c'est comme si cette partie-là, ce sommet de la pyramide s'est effondré et on se retrouve de nouveau tout en bas. Et aujourd'hui, on est obligé d'avancer, de se poser des questions, mais comment faire pour trouver des solutions? Comment faire pour de nouveau embringuer tout le monde dans ce questionnement de qu'est-ce que je peux faire de mieux pour notre environnement? Parce que c'est c'est finalement illusoire de penser que de ne s'occuper que de soi sans s'occuper de l'environnement, c'est quelque chose de suffisant. On dit bien que dans l'île de Pâques, il y a eu une civilisation qui s'est montée avec de multiples rois et que ces rois n'avaient de cesse que de montrer leur puissance et leur pouvoir en construisant des statues colossales, les têtes de Pâques. Et vous voyez la taille, je ne sais même pas combien ça pèse, mais bien entendu, euh, il y a bien un moment où il a fallu se rendre compte que les forêts qui étaient là, qu'on coupait pour mettre ces pierres de ces énormes pierres dessus et rouler avec les troncs, les rouler pour les amener à l'autre bout de l'île, etc., ben finalement, on faisait un acte de déforestation. Et il faut bien imaginer qu'à un moment donné, il y a eu un roi sur l'île de Pâques qui a décidé qu'il allait couper le dernier arbre disponible sur cette île pour pouvoir permettre de pousser sa statue à son effigie. Et c'est pas une anecdote en fait. Ça, je l'ai lu dans un ouvrage extraordinaire qui s'appelle Jared Diamond, écrit par Jared Diamond, qui s'appelle Effondrement, qui montre que aujourd'hui, on est un petit peu comme dans une bascule. Soit on décide de se poser des questions sur qu'est-ce qu'on peut faire mieux, soit on est des rois, on continue à vivre sur cette sensation de pouvoir, de maîtrise et de domination sur tout tout ce qui nous entoure, soit on se dit, ah, attention, je peux peut-être faire quelque chose. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler du jour de la bascule, ou le jour où, dans l'année, la Terre arrête de pouvoir produire tout ce dont l'humanité a besoin pour continuer à vivre. Et ce jour-là, il devient de plus en plus proche. Mais ce n'est pas du tout une fatalité. Euh, Moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout, les lanceurs d'alerte, les gens qui parlent attention, le cataclysme, machin, etc. Je ne suis pas du tout dans cette démarche-là. Au contraire, je trouve qu'on a tellement de choses à faire soi-même, tellement de capacités à pouvoir répondre à des interrogations, à pouvoir se dire ah ben non, finalement, ok, je peux faire ma petite part et ça peut marcher, ça peut servir à quelque chose. Moi, j'ai foi dans notre humanité. J'ai foi dans notre capacité à nous reconnecter avec notre terre. Petite anecdote que je n'ai pas dit au début, et pourtant il faut que je le dise maintenant. C'est qu'en fait, Pachamama, je vous ai dit, c'est le nom d'une déesse andine, mais c'est du quechua, la langue de mon père. Et quand j'ai réfléchi au nom que je voulais donner à cette structure, j'ai beaucoup discuté avec mon père. Et je voulais pas juste Pachamama, ça me plaisait pas, je trouvais ça trop ethnique, trop, je m'y reconnaissais pas. Et c'est mon père, en fait, qui a eu l'idée de dire Pachamamai, avec un i à la fin, Pachamamai. En quechua, le i, ça veut dire ma. C'était ma terre-mère. C'est pas juste terre-mère, c'est ma terre-mère. Parce que j'ai trouvé que c'était ma responsabilité de pouvoir faire quelque chose. Pas la responsabilité des pouvoirs publics, pas la responsabilité de mon entreprise, de me proposer des poubelles ou des formations pour faire ça. Non. C'est ma, mon choix de dire que j'ai ma part à faire, quelle qu'elle soit, même si elle est insignifiante, même si effectivement, je ne vais pas faire partie de ceux qui vont consommer les 5 000 milliards de sacs plastiques qui sont produits chaque année, même si je décide de faire mieux,
Je ne suis pas parfaite et ça, je l'admets à 100%. Parmi les 100 milliards d'emballages qui sont jetés chaque année en France, euh, dedans, il faut savoir qu'il y a 75 000 tonnes qui sont issues des produits cosmétiques. Alors, bien entendu, je n'ai pas la prétention de remplacer les 75 000 tonnes de plastique jetées à travers les produits cosmétiques, mais si j'ai au moins cette satisfaction de contribuer à quelque chose de mieux, je le fais de façon sincère et honnêtement. Pour moi, il n'y a rien de plus gratifiant. Et si aujourd'hui, j'avais envie de vous raconter mon histoire, ce n'est pas du tout par ego, c'est vraiment pour rappeler combien il est facile de faire de ses rêves une réalité. Alors, je ne dis pas que tout le monde doit créer son entreprise, que tout le monde doit avoir ce que j'ai fait, mais euh, si ne serait-ce qu'on a un discours qui porte auprès de une personne, deux personnes, trois personnes, waouh, mais quelle victoire! Quelle victoire! Ça veut dire qu'on est sorti de soi et qu'on est allé vers l'extérieur. J'ai une autre anecdote à raconter. Un jour, j'ai vu un reportage sur Coca-Cola. Et bon, je passe toute la partie sur la santé parce que chacun fait ce qu'il veut, hein. On a envie de fumer, on a envie de boire, peu importe, c'est notre corps. Mais en fait, il y avait un moment où il montrait que Coca-Cola s'est installé au Mexique, tout simplement parce que le président du Mexique à cette époque-là, c'était l'ex-président de Coca-Cola. Et ils se sont installés, ils ont ponctionné tellement d'eau, tellement d'eau, tellement d'eau, que les gens de la région où s'était installée l'entreprise, eh bien, n'avaient plus de quoi boire. Ils ont essayé, parce qu'ils étaient désargentés, de boire de l'eau de pluie. Ça ne marchait pas. Ils sont tombés malades, les enfants avec plein de problèmes de peau. C'était absolument horrible. Le coca coûtait moins cher que l'eau. Vous imaginez le truc. Et quand j'ai su ça, je me suis dit, mais là aussi, mais je ne peux pas participer à ça. Je ne veux plus participer à ça. C'est horrible. Je ne voulais plus avoir la moindre responsabilité avec cette entreprise. Je rentre chez moi et je dis, je ne bois plus de coca. Et je dis à mon chéri, s'il te plaît, si tu me vois prendre un verre de coca, s'il te plaît, dis-moi stop et rappelle-moi mon engagement. Et il me fait, si tu veux, mais tu crois quand même pas que tu vas me faire changer d'avis, hein. Moi, je veux boire mon coca et puis ton truc, ok, c'est parti. 6 mois après, il ne buvait plus de coca. Je lui ai dit, et je lui ai dit, je ne te fais pas changer. J'ai juste mon engagement avec moi et je vais être aligné par rapport à ça. Et il a suivi le mouvement. Ce qui ne veut pas dire qu'aujourd'hui, lui ou moi, on ne va pas boire un verre de coca de temps en temps. Mais c'est plus du tout dans la même démarche qu'avant. J'ai cette conscience qu'à un moment donné, je choisis de faire quelque chose et peut-être que je ferai mieux ailleurs. Voilà. Et chacun a cette liberté, à mon avis. Chacun est capable de laisser parler ce qui le fait vibrer et de mettre toutes ces vibrations dans quelque chose qui peut soit le faire avancer lui à sa propre échelle, soit peut-être de façon plus large. Voilà, je vous ai tenu pendant 45 minutes, quasiment, je crois. Et donc, je serais contente de pouvoir répondre à des questions, euh, si je peux. Wow, merci beaucoup, Ludvina. Magnifique conférence. Enfin, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, mais voilà, moi, je suis vraiment sous le charme déjà de tout ce que tu nous apprends. Et puis choquée par plein de choses, voilà, effectivement, dont on n'a peut-être pas conscience au quotidien, et c'est bien de le rappeler. Donc merci, et maintenant, ben, c'est le moment où vous pouvez poser vos questions et dire tout ce que vous avez ressenti. Françoise, oui, merci. Moi, j'ai trouvé l'exposé de Ludvina fantastique parce que c'est un ressenti aussi, surtout pour les bouteilles d'eau que j'ai décidé aussi de changer. Et donc, moi, j'ai un osmoseur. Je voulais plus de bouteilles d'eau et j'ai dit, mais il faut arrêter. Et ce sentiment de gens qui continuent à boire Coca, à boire d'Orangina, à boire tout ça, on voit bien que ils n'ont pris aucune conscience. C'est vraiment, c'est terrible et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre que d'autres
ont ce même sentiment et veulent moins polluer, entre guillemets, même à notre petite dose, notre terre-mère. Alors, j'ai beaucoup aimé aussi euh, la fibre qui a motivé à utiliser des produits liés aux plantes dans des peu d'emballage, bien sûr, pour tout ce que ça veut dire. Donc, je trouve ça très bien. Alors, j'imagine que donc c'est dans des produits, dans des boutiques diététiques que tu peux vendre ces produits. Enfin, quelle est ta démarche? Bon, je sais que il y a une grande vendeuse dans un salon de coiffure, hein, mais il doit y avoir d'autres points. À la limite, comment faire pour enfin, pour faire connaître davantage cette marque pour que parce que bon, les gens viendront pas à Pachamama et si on n'en parle pas, on peut pas trouver ça forcément. Quels pourraient être les déclics, des pistes pour pouvoir faire connaître? Alors, déjà, où nous trouve-t-on? Alors, déjà sur notre site internet, mais en fait, tout au début, quand j'ai lancé Pachalamai, la cosmétique solide, ça existait, mais quasiment pas. On a été les premiers en France à proposer la cosmétique artisanale. Il y avait Lush, mais c'est des Anglais. Et Lush, c'est un peu particulier comme univers. C'est très, très jeune. C'est plein de senteurs super fortes, plein de couleurs, des produits un peu fluo, etc. Et autant je trouve ça génial parce que je les utilisais quand je voyageais et j'ai beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie, autant ça ne correspondait pas au final à ce que j'avais envie pour moi. Et, euh, et malgré tout, donc la cosmétique solide était vraiment anecdotique. Et, euh, et donc la première solution que j'ai trouvée pour essayer de nous faire connaître, c'est premièrement me rapprocher de petites boutiques de quartier. Mais tout simplement euh, parce que c'était des gestes nouveaux. Comment fait-on pour utiliser un shampoing solide? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est difficile? Combien de temps ça dure? Ça coûte plus cher qu'un flacon, mais est-ce que ça dure vraiment plus longtemps? Donc j'avais besoin de m'appuyer sur des personnes qui elles-mêmes étaient convaincues par le produit. Et donc on a fonctionné au début par des toutes petites boutiques qui croyaient en nous, qui soutenaient, etc. Et petit à petit, on s'est étendu, on s'est retrouvé dans des boutiques plus cosmétiques, plus grand public, je dirais. Et aujourd'hui, on commence à être un petit peu plus connu en dehors de notre propre niche. Euh, je pense que, euh, je pense que le bouche à oreille est fondamental. Euh, c'est c'est ce qui me plaît en fait par la recommandation des uns et des autres, c'est que les gens me parlaient de leur expérience. Ils vont dire, ah oui, j'ai aimé ça, si, si. Et en fait, il va y avoir un message qui va passer, qui va être beaucoup plus efficace que si je fais une publicité en disant, oh, essayez ce shampoing, il est génial, vous allez adorer, c'est le meilleur shampoing du monde. Il n'y a rien de tel que que la recommandation. Aujourd'hui, on est en train de mettre en place un système justement où on s'appuie sur des conseillers à domicile pour leur permettre de diffuser aussi les produits à l'intérieur. Il faut pas, je ne sais pas si tout le monde en a conscience, mais en fait aujourd'hui, les petites boutiques de quartier sont vraiment dans une très 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 grande difficulté. Elles sont désertées, les gens retournent massivement dans les supermarchés pour plein de raisons. C'est plus facile, c'est plus commode, ça fait gagner du temps, c'est moins cher. Euh, voilà, il y a ce geste qui se fait. Et je pense que euh, c'est le moment d'aller rencontrer les personnes encore plus proches de chez elles, jusqu'à chez elles directement. Merci beaucoup, Françoise. Il y a d'autres personnes qui souhaitent poser une question? Oui, Oui, André. André, le fameux André du Québec. Il commence à neiger ici. Ah oui, bah oui. Donc, ça, je te demandais pour. Moi, je demeure au Québec. Je voudrais savoir comment on fait pour communiquer avec toi sur ton site Internet. Là, tu m'enverrais les liens pour voir, parce que je suis en train de faire un centre de méditation puis un centre de santé. Puis, on Si va. vous voulez, je vous mets dans le chat
Ouais, ce serait le bien site apprécié, oui. internet. Je vous mets mon email. Et si je peux me permettre, on a un groupe Instagram de Raid en Conscience. Voilà. On a 97 petits abonnés, alors qu'on est quand même 2500 dans ce joli groupe. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné, vous pouvez vous abonner sur la chaîne, enfin sur le, je ne sais même pas comment on dit, le compte Instagram de Raid en Conscience. Et n'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce que vous avez vécu ce soir, sur ce qui vous a touché au niveau des produits, parce que c'est aussi comme ça que ces produits vont pouvoir se faire connaître et semer des graines partout dans le monde. Merci. Si certains d'entre vous ont Instagram, ils peuvent aussi venir nous suivre parce que ça fait aussi partie. C'est Karine qui le dit tout de suite, toujours, hein. Moi, je n'en ai pas vraiment conscience, mais elle dit toujours que d'aller mettre un petit commentaire, même ne serait-ce qu'un petit cœur sur une publication, ça contribue énormément et ça fait remonter les publications dans l'algorithme. Alors ça peut être aussi quelque chose de facile pour aider. Et qu'est-ce que vous trouverez sur notre Instagram? En fait, on a plusieurs discours. On va avoir un discours sur euh, l'importance des gestes écologiques au quotidien, ou qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les astuces qu'on peut adopter pour avoir un impact environnemental plus light possible. On va avoir d'autres communications qui vont être davantage sur euh, que nous disent les plantes, qu'est-ce qu'elles ont à transmettre. Et donc, ça, c'est des petites vidéos que j'ai commencé à faire, des compilations de vidéos où je montre qu'elles agissent sur le corps, sur l'esprit et sur l'âme. Et enfin, on a d'autres types de posts dans lesquels on parle finalement des interrogations ou des besoins des personnes qui nous suivent sur, par exemple, bah, j'ai les cheveux secs, j'en reviens encore aux cheveux secs, qu'est-ce que je peux faire? Donc, je donne des astuces. Ce qui me plaît en fait dans Instagram, c'est c'est de pouvoir, à n'importe quel niveau, euh, éveiller, apporter de quoi éveiller, de quoi comprendre, de quoi finalement grandir, faire grandir ses connaissances et peut-être par la même occasion grandir son-même. Merci Ludvina. Il y a aussi Facebook. OK, c'est Il y a noté. Facebook, c'est vrai qu'on est un Voilà. petit peu moins Il y peut-être en a qui présent n'ont sur pas Facebook, Insta, il y en mais a qui ont oui, Facebook, donc oui. t'es partout. Donc voilà. Vas-y André, à toi. Pour, est-ce que vos produits sont exportés à l'extérieur, comme pour le Québec, Canada, ou comment que ça fonctionne pour, Alors aujourd'hui, on n'a pas de revendeur au Canada, on en avait avant, maintenant on n'en a plus. Euh, mais ce serait volontiers si je retrouvais de nouveau un chemin pour le faire. Mais sur le site internet, on peut effectivement commander. On peut commander et avoir accès à nos produits. On livre au Canada. OK, ça veut dire, vous avez pas, présentement, vous n'avez pas de distributeur au Canada ou au Québec, en principe, là. OK, OK. Pas Ça, la encore. discrétion est arrivée quoi avec, ils ont décidé de prendre une autre compagnie ou, Non, non, en fait, c'était une petite boutique qui a fermé. ah, OK, 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 OK. Voilà. OK. On peut rester en communication. Je peux mettre mon lien de du centre. Je ne sais pas si on peut le voir. Ouais, En tout cas, je André, vais je pourrais essayer vous de le. mettre en communication si tu veux Ouais, après, avec grand ça serait plaisir. bien. Ouais, ça serait bien. Mais ce, je te On l'ai pourrait dit, j'avais discuter. pensé, voilà. Oui, c'est super intéressant, oui. J'ai Merci mis beaucoup André. j'ai mis dans le chat aussi mon numéro de téléphone pour avoir la connexion avec le WhatsApp si vous souhaitez. Oui, Merci j'ai beaucoup WhatsApp Ludvina. aussi. Merci. Je vois que Ginette a une question. Merci Ginette. Oui, merci Ludvina pour cette conférence qui nous permet d'être encore plus conscients de chaque petit choix qu'on fait individuellement, qui finalement il va avoir, si chacun dans le fond se responsabilise, ça va avoir un grand impact au bout, là. Et puis de ne pas attendre justement les changements de l'extérieur de plus. J'ai une petite question. Je connais ben, l'eau de rose, mais là, il me semble que j'ai entendu bois de rose, c'est ça? Oui, alors Quoi? le bois de rose, c'est effectivement l'eau de rose, c'est de l'eau de distillation, enfin de l'eau issue de la distillation de la fleur, Oui, de la fleur de rose. Le bois de rose, c'est un arbre
qui s'appelle bois de rose parce qu'il a une couleur légèrement rosée à l'intérieur. Et c'est un arbre qui est en voie de disparition parce qu'il a été énormément exploité pour la beauté de ses veines. Il a été utilisé notamment par les rois en France, énormément pour tout ce qui était la marqueterie, donc du petit plaquage, etc. Et en fait, elle a mis au point une technique absolument extraordinaire où elle ne va pas du tout couper l'arbre ni les grosses branches, elle prend que les petits rameaux et les feuilles avec une technique particulière de distillation. Et en fait, quand elle prélève ça, ça renforce l'arbre. Donc, au lieu de lui faire du mal, elle va lui redonner de la vigueur, elle va éclaircir le centre de l'arbre pour qu'il puisse développer des nouvelles branches, se conforter, etc. Et, pour moi, ça a été voilà, donc pour moi, le bois de rose, j'ai une connexion très particulière avec cette table, surtout quand j'ai vu comment elle distillait. Alors, il faut l'imaginer avec son distillateur dans son abri. Elle pose sur l'alambic un tissu qui est brodé par les peuples Shipibo, qui sont un des peuples de la forêt amazonienne, et je vous écris le nom du peuple Shipibo, et je vous invite à taper sur Google tissu Shipibo. Ce sont des tissus qui sont brodés, ils ne sont pas du tout dessinés auparavant. Les dessins partent comme ça, c'est brodé presque dans une transe, et ça représente les vibrations du cosmos. Et certaines formes, c'est pas du tout figuratif, hein. Certaines formes vont représenter la nature, d'autres les fleuves, d'autres l'énergie cosmique. Enfin, c'est absolument extraordinaire. Et donc, elle est là, et elle est à côté. Et elle remercie les éléments, le feu qui vient bouillir, l'air qui transporte les effluves, l'eau qui est là, l'arbre ou la nature qui donne. Et c'est une expérience d'une profondeur absolument extraordinaire. Donc voilà, le bois de rose. Et il se trouve aussi que ça donne une huile essentielle d'une très grande douceur. On peut l'utiliser même sur les tout petits, quand ils ont des problèmes de respiration. Il suffit de le remettre sur la plante des pieds et ça les aide à renforcer leur système immunitaire. Ok, merci. Merci beaucoup, Ginette. Il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions ou dire quelque chose à Ludvina? Virginie, il y a longtemps que je t'avais pas vue, ça va? Oui, ça va bien, merci. Ouais, en tout cas, c'est hyper intéressant. Et moi, j'ai toujours aimé ces produits solides, justement pour éviter le plastique, comme Ludvina nous a expliqué. Alors, je voulais savoir, moi, si c'était produit en France ou je sais pas, j'ai pas tout, parce que bon, je mangeais en même temps, alors. Je ne l'ai pas dit, mais bien entendu, c'est fabriqué en France. Euh, Parce que ça fait aussi partie des engagements que j'ai. Même si je suis née au Pérou, j'ai grandi en France. Et pour moi, c'est vrai que c'était aussi important d'être ancré dans le territoire et faire des choses pour ce territoire. Et, euh, et je sais parfaitement que je pourrais arriver à produire mes cosmétiques bien moins chers si je les faisais fabriquer ailleurs ou même pas forcément très loin en Europe, hein. Ne serait-ce qu'au Portugal, j'ai déjà eu des propositions pour le faire. Mais on est d'une terre. Et même si j'ai un pied au Pérou, j'ai aussi ce pied en France et j'ai le souhait de faire aussi travailler les gens autour de nous parce que finalement, de donner du travail, eh bien, pour moi, ça a été quand même une fierté hein, dans mon aventure d'entrepreneur, d'être capable de générer du travail. Et, euh, et pour moi, c'est ça aussi cet engagement, c'est de contribuer à quelque chose de juste et d'être là. Alors effectivement, on rogne aussi souvent sur nos marges pour ne pas impacter uniquement sur le consommateur le prix du produit parce qu'on fait des choix qui sont éthiques mais qui me semblent nécessaires. Mais voilà, c'est des choix que je fais. Ok, merci. Et vous êtes une grosse société il y a combien de salariés? C'est juste pour savoir un petit peu au niveau développement. Alors aujourd'hui, nous sommes 12, mais nous avons pu monter beaucoup plus nombreux. On a été jusqu'à 30 avant la crise du Covid. Voilà. Ah oui, ça vous a impacté Oui, ouais, ouais. directement? Mais exactement, parce qu'en Ah fait, oui. même aujourd'hui,
c'est incroyable, hein, mais toutes les semaines, on a une boutique qui ferme. Et une boutique, que je dis, entre 2 et 3 boutiques qui mettent la clé sous la porte. C'est hallucinant ce qui se passe en France, et encore une fois, on ne s'en rend pas forcément compte. Mhm. Éventuellement, oui, ou voir pour un autre canal de distribution à réfléchir. Oui, Parce que franchement, ça exactement. vaudrait le coup de développer et que ben, ça grossisse, parce qu'on a vraiment besoin de savoir, même toucher les supermarchés, ce genre de choses, parce que ils ont les boutiques pharmaceutiques, enfin dans tous les supermarchés. Et je pense que vous auriez votre place là aussi, quoi, dans la parapharmacie. Hmm. Et effectivement, c'est un canal qu'on est en train de creuser actuellement. On va participer en janvier à un salon de pharmacie avec cette idée qu'effectivement, la pharmacie, c'est aussi un lieu où on peut aller chercher du bien-être. Mm, tout à fait. Mm. Eh ben, bravo Merci. en tout cas pour cette belle démarche magnifique. Merci Virginie. Puis vous, Merci Virginie. Oui, André? à quel pourcentage vos produits qui sont biologiques, à quel pourcentage sont 100% biologiques ou Alors, tout dépend. Il faut que j'explique, hein, parce que, allez, je vais vous dire tout ce que je pense pour de vrai. Euh, Quand j'ai commencé à faire ma marque, je me suis dit, on va faire des produits bio. Euh, J'étais sur un salon qui est très connu en France, hein, qui s'appelle Natexpo, qui est l'endroit où toutes les boutiques bio vont, les acteurs du bio se retrouvent, trouvent des fournisseurs, etc. Et en fait, j'ai été tout à fait choquée parce que EcoCert, qui est un organisme certificateur en bio, avait un stand colossal et passait la journée à boire leur champagne. Et c'était une époque où on galérait quand même sacrément. On faisait super attention à l'argent qu'on touchait dans nos salaires. Et je me suis dit, tu sais, pour aller subventionner les gens qui boivent du champagne toute la journée, je préfère payer plus cher mes salariés. Et, euh, et après, j'ai été amenée à me rendre compte de tout un tas de magouilles qui m'ont un petit peu fatiguée. Et donc, j'ai pris la responsabilité de me dire que j'allais moi-même regarder d'où venaient les matières premières, qu'est-ce qu'elles étaient. Aujourd'hui, on a des producteurs qui sont des petites communautés qui font un travail extraordinaire, sans pesticides, ils n'ont pas les moyens d'acheter du pesticide, hein, et qui travaillent des plantations anciennes, euh, mais qui n'ont pas les moyens de payer les certificats, de payer la venue des organismes certificateurs dans leur pays. Ils n'ont pas les moyens. Mais le produit, il est nickel. Donc moi, j'ai beaucoup travaillé avec des associations qui, elles, étaient justement en grand lien avec ce type de communauté qui allaient régulièrement sur place et qui pouvaient nous conseiller les communautés avec qui travailler. Donc aujourd'hui, on a quand même fait un pas vers le bio, puisque un certain nombre de produits ont une certification Cosmos organique, qui est bien connue en Europe. Donc, on a tous nos savons qui sont avec le label bio. En revanche, et ça, c'est quelque chose qui pour moi est très important pour moi, toute notre gamme est certifiée Slow Cosmétique. La Slow Cosmétique, c'est une association, mais alors hyper engagée, qui, honnêtement, l'idée qu'il y a derrière la Slow Cosmétique, moi, c'est quelque chose qui m'émeut, mais complètement, parce qu'en fait, il y a des experts de la cosmétique qui ont décidé de créer une association et qui écoutent les gens. Et en gros, ce sont un consortium d'experts et de grand public qui vont valider la pertinence pour une marque de rentrer et d'avoir le label Slow Cosmétique. La Slow Cosmétique, c'est l'absence d'utilisation de produits néfastes pour la santé. C'est une cosmétique avec un marketing raisonné, pas de publicité à outrance, etc. Pas de produits qui mettent en dépendance la peau ou les cheveux en demandant sans arrêt plus, 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 parce que les compositions vont venir assoiffer la peau, etc. Donc, en fait, on a cet engagement et à chaque fois qu'on sort un nouveau produit, il est passé à la loupe par la Slow Cosmétique pour savoir s'il répond en tout point à la charte de la Slow Cosmétique. Nous sommes distribués par ailleurs chez, par exemple, en France, Mademoiselle Bio, qui est aussi très exigeante sur la qualité des produits.
Avant, ils ne prenaient que des cosmétiques bio, mais quand ils ont vu la qualité du label Slow Cosmétique, ils ont intégré aussi ce label dans leur référencement. Wow. Super intéressant. Le pourcentage, c'est vraiment 100% ou Alors, par exemple, attends, si je prends un savon, euh, le savon, il est fabriqué avec des huiles et en fait, je reprends, excusez-moi. Euh, Qu'est-ce qui peut être biologique? Ce qui est biologique, c'est ce qui pousse directement de la terre. C'est la plante, c'est la graine qu'on va exprimer, dont on va tirer de l'huile, que l'on va transformer en huile essentielle, etc. Ce qui est biologique sort de la terre, pousse est un végétal. En revanche, par exemple, si je prends de l'argile, c'est pas biologique parce que c'est pas issu d'une agriculture. Ça n'a pas été cultivé. Vous voyez? Donc, dans mes savons, je vais avoir une partie qui ne peut pas être biologique parce qu'elle est non cultivée. D'accord? Mais ce qui ne veut pas dire que le produit en entier ne soit pas nickel. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Donc, suivant les produits, on va avoir des pourcentages plus ou moins hauts. Par exemple, et je crois, si je ne me trompe pas, on met sur notre site internet les pourcentages bio. Il y a certains produits qui sont à 100% en matière première bio. Il va y en avoir d'autres qui vont être uniquement composés de matière végétale, mais dont, par exemple, on a un beurre qui est extraordinaire. C'est ce qu'on appelle le beurre de cocoum. Quand on le fait fondre sur la main, on a l'impression d'avoir du velours qui vient se déposer. C'est vraiment une pure merveille. Mais en fait, là, clairement, ils ne sont pas certifiés bio. Donc, je ne peux pas dire que le produit est biologique parce que dedans, j'ai 45%. Mais néanmoins, je pourrais avoir 100% d'ingrédients naturels. Voilà. Donc, j'espère que si j'ai je, pu répondre à la question. oui, puis je comprends bien quand vous parlez du miel tantôt, vous avez complètement arrêté avec le miel ou continuez encore, mais une quantité moindre ou quand vous parlez du Non, miel, ils font du faux miel à cette heure? Hein? alors ça a été, oui, c'est vraiment une belle aventure cette question du miel parce que ça m'a fait changer quand même pas mal de choses. Je n'ai plus aucun produit qui contient le moindre produit issu de l'exploitation animale. Donc non seulement il n'y a pas de miel, mais il n'y a rien qui puisse être produit par un animal dedans. On a été la première marque en France à être certifiée cruelty free and vegan par l'association PETA qui est extrêmement engagée pour le bien-être animal. Donc ça, c'est un point extraordinaire, enfin un point super important. Aujourd'hui, toutes les entreprises dignes de ce nom en France, qui se veulent plus ou moins engagées, sont véganes. Même celles qui ne sont pas engagées, c'est devenu le passage obligatoire. On a été les premiers. Euh, le challenge, ça a été de remplacer le miel, parce que le miel, mais c'est un tel trésor. C'est un tel trésor. Et donc, il a fallu déployer vraiment de l'imagination pour pouvoir substituer ce trésor par d'autres trésors. Donc là, il a vraiment fallu chercher. Et c'était pas si simple que ça. Mais aujourd'hui, je pense on a réussi à avoir une gamme qui est très belle, super qualitative, dont les compositions font qu'en fait, on a 100% d'actifs à l'intérieur. Chaque ingrédient que l'on met, c'est un ingrédient qui va venir servir la peau, qui va venir apporter son bien-être. Et il n'y a aucun ingrédient de remplissage, hein, parce qu'il y a beaucoup de cosmétiques où on remplit avec des huiles pas chères, mais qui ne servent à rien en gros. Là, tout ce que l'on met dedans va venir apporter quelque chose dans son utilisation. Est-ce que tu as des produits qui sont faits avec de la chlorophylle? Parce que la chlorophylle a beaucoup de particularités en tant que telle, que ce soit c'est un peu spécial ce que je vais t'expliquer parce que la chlorophylle, c'est tellement vaste dans le sens qu'aujourd'hui, ils produisent de la chlorophylle avec de l'herbe de blé, d'avoine. Moi, ce que je me fais régulièrement, je me fais surtout l'été, c'est de la chlorophylle. Je prends directement du gazon, parce que je demeure à la campagne. Puis, ce qu'ils appellent les weeds, les mauvaises herbes, c'est super puissant en chlorophylle. Je ne sais pas si Mm. tu en emploies, tu peux employer des produits à base de chlorophylle, comme je te dis, pour mettre dans tes produits, parce que c'est similaire, la chlorophylle, je ne sais pas si vous saviez, mais la chlorophylle, c'est similaire à l'hémoglobine du sang. Parce que la chlorophylle est comme 72 atomes avec un atome de magnésium, puis l'hémoglobine du sang, c'est 72 atomes avec un atome de fer. Ah C'est-à-dire oui, que
Je ne sais pas si vous employez, comme je vous dis, la chlorophylle dans vos produits ou que ça pourrait être Alors employé. oui, j'ai un produit dans lequel je l'utilise. C'est un dentifrice en pastille à dissoudre dans un flacon que l'on reconstitue et qui reprend la texture d'un dentifrice classique. Et là-dedans, il y a de la chlorophylle. C'est de la chlorophylle qui vient du ginkgo biloba. OK. Donc c'est une très, très bel arbre aussi de sagesse et de prospérité. OK, OK. Ce qui est moins Merci. dispendieux, comme je vous dis, il y a de la chlorophylle qui vient de différentes plantes. Mhm. Ça a les mêmes particularités, là. Ça Alors, pourrait bien baisser le prix du produit. en France, je sais que c'est un tout petit peu différent avec le Canada, sauf que je crois quand même que les choses ont évolué. En fait, on dépend d'une réglementation cosmétique européenne qui est super stricte. Quand j'achète un ingrédient, derrière, le fournisseur doit me donner de la chromatographie, des analyses bactériaux, une fiche technique, une fiche commerciale, enfin, la liste des documents à donner pour avoir le droit d'utiliser un ingrédient dans un produit cosmétique en France. Mais alors, il doit y avoir une quinzaine de documents à remettre. Donc, Wow. premièrement, c'est très difficile d'utiliser l'ingrédient qu'on a envie d'utiliser. Et deuxièmement, euh, on a fait quelques exceptions avec des communautés productrices qui, elles non plus, n'avaient pas les moyens de compiler toute cette masse de documentation administrative. Mais en gros, on l'a fait pour une ou deux, mais on ne peut pas le faire plus parce que c'est un tel travail, c'est un métier en fait. Donc, soit on fait la valorisation des ingrédients produits par les communautés, en les aidant à vendre, en compilant des documents, etc. Soit j'en fais un petit peu de temps en temps, et par ailleurs, je vais chercher là où on me donne la garantie de pouvoir utiliser les produits sans problème. D'accord. Puis la réglementation canadienne ou québécoise, est-ce qu'ils ils vous mettent des bâtons dans les roues? Non, 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 non. Je dis que je ne sais pas quelle est la réglementation canadienne à ce sujet. Et je sais, il y a quelques années, qu'elle était plus, au contraire, beaucoup plus, euh, beaucoup moins stricte que la réglementation européenne. Beaucoup moins tatillonne. Merci beaucoup, André et Ludwina. Alors, Je vous inviterai à aller échanger ensemble. Je pense que vous mm, avez plein de choses à vous dire. Oui, Virginie, je oui, t'écoute. moi j'ai une question toute bête. C'est pour savoir si, par exemple, avec les ingrédients, est-ce que quelqu'un peut faire les savons et choses comme ça, c'est du fait maison, parce que c'est la grande tendance aujourd'hui de ce que les gens fassent par eux-mêmes. Donc je ne sais pas si c'est un créneau que vous avez déjà abordé ou pas. Alors, on ne l'a pas fait, mais Karine sourit largement parce elle encourage franchement cette démarche. Oui. Ok. Mm. Donc c'est assez simple à faire. Il y aurait Oui, possibilité de faire soi-même. Ouais. oui, on pourrait l'envisager. Lors d'une Ok. Et séance d'ailleurs, ensemble, pour on être a tout à fait honnête, canalisé ça et ça va se faire. ça va se faire, ça va se faire. Et d'ailleurs, juste une petite parenthèse rapide, là, parce que c'est vrai que je ne veux pas non plus vous retenir trop. Tout au début, quand j'ai lancé Pachamamaï, je souhaitais mettre les formulations sur Internet. Parce que je trouvais que j'avais tellement reçu que c'était aussi une manière de rendre, que je voulais, d'une certaine manière, je voulais aussi faire en sorte que chacun puisse s'approprier et grandir avec et faire les choses par soi-même. Et en fait, on m'a dit non, non, tu ne peux pas faire ça, tu te rends compte, tu vas tuer ton business. Ben oui. Et du coup, je l'ai pas fait, mais Parce que il y a des solutions, donc bah oui. on va y arriver. Moi je vois bien, voilà, comme on peut faire de la démonstration Thermomix aujourd'hui ou Tupperware ou je ne sais trop quoi, Voilà. créer voilà, ses produits, ça peut être sympa en réunion comme ça. Enfin voilà. Mhm. Je vois bien ça comme ça. Si Bon, Karine, on Virginie. a les mêmes idées alors. Ben, en fait, ça, c'est lors d'une consultation, c'est descendu. Donc là, c'est plus qu'une idée, c'est vraiment les guides qui lui ont demandé de mettre ça en place. Et justement, moi, ce que j'adore dans cette entreprise, et bon, je connais très bien Ludvina, c'est que c'est pas juste du fake, quoi. C'est pas juste une affiche, c'est pas juste une vitrine. Et là, je suis très touchée parce que
nous, on est veilleurs de conscience, on éveille par nos méditations, par nos messages, mais Ludvina, elle le fait aussi avec les plantes, avec la terre. Et quand on met ces produits, parce que j'ai ces produits, j'ai cette chance-là, quand on met ces produits sur notre peau, on sent toute cette conscience-là. Et là, je me dis, même en, en accueillant ces produits sur notre peau, déjà, on s'aime parce qu'on s'offre de l'amour, parce qu'on s'offre des produits qui ont été créés dans la conscience et le respect de tout le vivant et de tout le cosmos, et ça, c'est magnifique. Et en plus, c'est comme si quand on mettait ce produit, ça venait à l'intérieur de nous pour dire, voilà, cette conscience, elle est là et elle s'éveille autrement que par des stages ou par des méditations. Et c'est un tout, en fait. Et je vais te C'est- laisser la parole, Lorraine, parce que je sais que tu as levé la main, mais je voulais juste aussi dire que Ludvina, on s'est connus sur un salon. Et moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en dehors de ces produits, c'est que ben, ses employés, moi j'étais avec un ami qui vendait des tankas et des yantras, ben, elle venait et elle disait ben, quel yantra peut l'aider dans son évolution ou quelle pierre peut l'aider, je veux lui offrir. Et elle offrait tout ça, elle offrait des massages. Donc elle prend soin vraiment de son personnel pour créer ses produits. Lorraine, tu avais une Merci beaucoup. question. Lorraine? Merci beaucoup, Ludvina. Écoute, moi, ça me touche beaucoup parce que avant que je dise que j'étais médium, j'avais fait des savons, moi aussi. Des savons maison, j'en ai parlé hier à ma conférence et j'ai commencé par ça, mais moi, l'environnement, c'est tellement important. Alors, je trouve que si tout le monde faisait sa part, ne serait-ce que en achetant un produit qui est fait comme ça, bien, ça fait boule de neige et par la suite, bien, ce que ça fait, c'est on encourage des entreprises locales, des petites boutiques, des petits endroits qui vendent ces produits-là, mais aussi des producteurs et tout ce qui va en arrière. Souvent, on ne pense pas à ça quand on achète une bouteille à quelque part ou un produit à quelque part, mais ce n'est pas seulement le produit en tant que tel, mais c'est tout ce qu'il y a autour qui est important. Alors, moi, je te dirais bravo et continue ton beau travail parce que ça en prend beaucoup des gens comme ça pour éveiller les gens dans leur conscience de l'environnement et de leur peau, de tout ce qu'ils mettent sur eux. Parce que s'ils font attention à eux, ils font attention à l'environnement. Moi, je l'ai toujours dit. Et je me dis, ben, c'est à nous, avec chaque geste qu'on fait, ne serait-ce que d'acheter un produit ou de le produire nous-mêmes ou de faire quelque chose qui fait en sorte que la Terre va nous le rendre au centuple. Fait que merci beaucoup, Ludmilla. Merci beaucoup. Je pense que merci beaucoup, Lorraine, parce que je crois que le premier remerciement, il est à adresser à soi-même. Euh, Se remercier soi-même déjà d'être présent dans ce genre de conférence, c'est déjà énorme. Remercier soi-même sur notre capacité individuelle à faire des choses et à avancer et à avoir des bonnes idées. Et la dernière chose, mais certainement pas la moindre, et c'est peut-être le premier vrai remerciement que je peux faire, c'est remercier toutes les plantes qui sont venues aussi assister à cette conférence, qui sont autour de nous et qui écoutent là. Je ne sais pas si vous les sentez, mais elles sont... Ouais, ça va, on est content. Donc, merci à vous tous. Mais s'il y a une question encore, je veux bien y répondre, il y a aucun problème. Mais c'est un long travail. Vous êtes tous, ou pratiquement tous, des thérapeutes. Vous travaillez avec l'âme. Et j'ai peut-être choisi effectivement de travailler avec le corps, la matière, une matière, mais parce que je pense que je suis très terre hein, dans le fond. Mais au-delà du corps, il y a toute cette acception infinie à l'esprit et à l'âme. Merci beaucoup, Ludvina. Moi, j'ai une idée qui me vient là. Tu vas me dire, Ludvina, si tu es d'accord. Et si vous, vous êtes d'accord, si vous avez été touché par cette conférence, par tout ce qui nous a été révélé aujourd'hui, et surtout si, comme moi, vous avez envie de faire connaître les produits Pachamamaï dans les mondes et au-delà des mondes, voilà, nos limites, eh bien, si Ludvina, tu es d'accord, on pourrait proposer l'enregistrement, puisqu'on a enregistré cette conférence, et vous pourriez la diffuser, si vous voulez, de votre côté. Est-ce que vous seriez tenté par ça? Ouais, ok. Ludvina, tu es d'accord? Bien sûr, je vous remercie beaucoup. Eh bien, Merci beaucoup. gratitude. Merci beaucoup pour vos présences. Parlez de cette conférence. On va vous envoyer le lien. Et puis comme ça, ben, vous le diffusez au maximum. Et vraiment pour que nos consciences s'éveillent à tous les niveaux. Merci. Merci à tous.
Merci. Merci, Karine.